merci Philippe d'être parmi nous et d'avoir pris soin là, de témoigner là, pour les journées paysannes. Du coup, toi, tu es agriculteur bio, tu es fils de paysans soloniaux sur plusieurs générations. Tu as repris du coup la ferme familiale de tes parents qui l'avaient achetée du coup au début du XXe siècle, à Miancé. Oui, Du coup, tu es aussi docteur S-Sciences de l'environnement. oui. Tu avais repris une Ça, formation c'est gratuite, important pour être pris au sérieux. Je m'en suis rendu compte. c'est ça. Et tu es aussi fondateur, forcément, voilà, du Conservatoire des 1000 variétés anciennes de Sainte-Marthe, en Sologne. C'est là Oui, vers là que tu dirigeais la ferme. Et puis, tu as été aussi cofondateur de la FNAB, donc la Fédération nationale de l'agriculture biologique, oui. où tu as présidé. De l'Unitrab et des autres des grands courants de la bio au niveau international, puisque j'ai représenté à Bruxelles également. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de me trouver dans dans cette conjonction-là, à ce moment-là. Et comme j'y croyais très fort, eh ben, voilà, ça fait le reste. Et justement, on t'avait invité aux Journées nationales 2024 pour aussi témoigner. Et puis, je pense que ça n'a pas eu le temps de se faire. Mais du coup, là, cette visio, bah, ça va permettre voilà, de recadrer un peu les choses là-dessus. Et donc, du coup, toi, Philippe, justement, tu étais parti donc de cette ferme familiale, où tu peux peut-être nous la présenter succinctement, et puis savoir bah, comment a été, enfin, comment a été ton retour à la Terre, et dire que ça n'a pas été que du folklore de revenir à Oui, la Terre. ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai insisté sur le fait que finalement, c'était pas du folklore et que je me suis pris au jeu et sortant d'un milieu plus confortable ou plus. Je pensais pas reprendre les bottes et curer les vaches, comme on dit. Euh, et souvent, j'ai eu de grandes pensées sur ce sujet, en me disant, j'espère que je vais tenir le coup, parce que c'est vrai que le monde de paysan, c'est pas un monde facile, c'est pas un travail facile, c'est pas une position facile. Mais comme j'étais né dans une ferme et puis que j'avais travaillé déjà, même adolescent, pendant les vacances, etc., avec les parents, j'avais gardé la fibre. C'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu à la terre. Parce que j'avais passé une dizaine d'années dans le showbiz quand même. C'était beaucoup plus gratifiant, enfin en apparence, puisque je l'ai quitté sans délai et sans souffrir. Et j'ai compris toute la problématique de la terre à l'époque. Les paysans disparaissaient. On se trouvait à Miancé. On n'était plus que la dernière ferme dans les années 80 sur, Ah oui. sur 70 fermes qui existaient au moment de au moment de la dernière guerre mondiale. Il n'y en avait plus qu'une. Maintenant, il y en a une ou deux ou trois. Il y en a qui sont revenus à la terre, mais c'est dérisoire, quoi. C'est dérisoire. Et Et justement, là, ton projet de vie, c'était justement de la Terre, quoi, justement, c'est ça. Et du coup, tu as réalisé du coup l'importance, c'est ça, en revenant à la terre, des semences, c'est qui ça. avaient un peu changé l'agriculture, de ces deux mondes paysans que tu as pu vivre, de cette transition que tu as vécue. Et donc, du coup, Ça c'est m'a quoi un peu ramené, les contraintes, etc. ça m'a ramené immédiatement à l'essentiel, c'est-à-dire que la semence est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et j'ai compris en plus que toutes les variétés que cultivaient nos ancêtres, nos parents, avaient disparu, n'existaient plus. Le blé versable de Bordeaux, justement, et bien d'autres euh, plantes potagères qui avaient disparu, qui n'existaient plus. C'était les hybrides F1. On était submergé de, et on connaît bien la pauvreté des gènes de ces nouvelles variétés. Et d'ailleurs, c'était curieux parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui vraiment m'a relancé, c'est l'appel un après-midi de caniculaire de 2018 où une jeune chercheuse en agriculture qui travaillait avec Robin Duponnois me découvre, enfin me rappelle, arrive à me joindre un après-midi de ce mois d'août 2018 et me dit
je vous cherchais depuis longtemps. Je lui dis, mais ah bon, mais pourquoi vous me cherchez? Il m'a dit, parce que je voudrais tester vos variétés ancestrales. Et là, ça fait tilt en moi, parce que je me suis dit, ah, tiens, alors, elle était dans le domaine agricole, enfin, dans la recherche agricole, et elle s'intéressait à ça. Et j'ai dit, bah oui, il n'y a pas de problème, je peux vous transmettre les variétés, vous pouvez faire des tests et voir. Et c'est justement la suite de ces tests, c'était Maïwan, tu te souviens? Tout à fait, oui. De l'IRD de Elle, Montpellier, oui. oui, elle m'a dit, quand je suis allé les retrouver là-bas, ils sont directeurs de recherche, Robin Duponnois, je lui ai dit alors, les variétés que je vous ai envoyées, ils m'ont dit, dans un bel ensemble, bah, il y a pas photo, hein. C'est-à-dire, en fait, il y a un foisonnement dans vos variétés qu'on ne trouve pas ailleurs, on ne trouve plus dans les variétés modernes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de retrouver cette souche euh, vivante et intéressante qu'on ne trouve plus dans les variétés modernes. Et là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et surtout, j'ai compris que je détenais un petit trésor et qu'il fallait préserver et multiplier ces variétés ancestrales parce que c'est elles qui détenaient encore tous ces gènes, tous ces gènes-là, et Oui. avec, à partir desquels on pouvait redémarrer quelque chose. D'ailleurs, Et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que je vois bien la différence, c'est que tous les gens qui sont venus chez nous après, même les grands repas avec les grands chefs cuisiniers, euh, les Rollinger, les autres du côté de Roanne, j'essaie de me les souvenir, frères, non, les trois gros. les Oui. frères Trois Gros, etc. Ils sont venus à la ferme et d'ailleurs on a fait un film là-dessus. Ah, ça peut peut-être vous intéresser aussi ça. On a fait une vidéo avec justement leur exclamation, leur dire mais regarde ça, c'est extraordinaire, etc. Et on visitait toutes les serres où j'avais les variétés de tomates surtout, puisque c'est surtout les tomates qui, ne serait-ce que parce que c'est comme un fruit, on a pu communiquer avec cela et démontrer aux personnes qui venaient que ça n'a plus rien à voir avec les tomates qu'on trouvait sur les marchés modernes, quoi. Et justement, tout ce foisonnement et tout ce trésor là, justement, qui est un peu inestimable et dans lequel on a un peu, t'as pu découvrir dernièrement, bah, justement l'intérêt encore plus fort qu'auparavant. Euh, Comment ça t'est venu justement de les retrouver enfin voilà, comment tu as créé du coup ce conservatoire de Sainte-Marthe et, et puis est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler aussi du blé rouge inversable de Bordeaux, comment Ah oui, c'était là? et puis je suis allé assez loin aussi parce que j'ai retrouvé, et c'est curieux d'ailleurs, surtout en Amérique du Sud, des souches comme les melons que nous avions autrefois, que j'ai retrouvées sur le continent américain. C'est drôle parce que ça fait un contraste. Les Américains, ils donnent l'impression d'être en avance et même d'être dans le sophistiqué. Et puis en fait, et- non, attends, ça me gêne, s'il te plaît. Euh, Et excusez. finalement, c'est eux qui retrouvent les variétés. C'est par eux, par tous ces collectionneurs. En fait, c'était les autochtones, c'était les Amérindiens qui avaient retrouvé les variétés d'antan pour refaire la cuisine de leurs ancêtres, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas la faire avec les variétés nouvelles qui apparaissaient de tous côtés. Donc, c'est eux qui ont commencé les collections. Et moi, quand j'ai pris contact avec euh, les premières associations de, euh, de, de collectionneurs de graines en Arizona, en Californie, bah, c'était surtout des appellations que nous avions, nous, hein, les melons, etc. Je les ai plus en tête là, mais j'ai pas été euh, largué dans cette histoire. J'ai retrouvé tout ce qui finalement avait suivi les grands voyages
les grands échanges dans différents continents, et finalement, tout était répandu partout. J'ai retrouvé dans beaucoup d'endroits des variétés que nous avions et que nous n'avions plus d'ailleurs. C'est comme Mm. ça que je les ai reconstituées. C'est comme ça que j'ai pu reconstituer des collections. Là, on a 1800 variétés potagères ancestrales. C'est quand même c'est quand même énorme, quoi. Ça veut dire beaucoup de temps passé à essayer de trouver des collectionneurs. Et c'est drôle, il y a eu une période au début des années 80, fin des années 70, où il y a eu comme un Un engouement. emballement sur les variétés anciennes. Voilà. Alors, évidemment, quand on croit à la science très fort, on se dit, bon, Mm. ce sont des galéjades, etc. Mais en réalité, quand on les goûte, même moi, j'étais prudent parce que je me disais, j'ai pas envie de raconter trop, j'ai pas envie d'être trop disert sur ce sujet parce qu'ils vont penser voilà, que j'exagère. Mais en réalité, quand j'ai vu la réaction des gens qui venaient déguster, et là, on voit les exclamations des spécialistes de la cuisine qui sont là et qui vraiment sont emballés, quoi, par on voit bien que c'est pas fin, c'est vraiment avec beaucoup de sincérité. Du coup, c'est ça, oui, pour conclure, du coup, c'est ça, on peut dire, enfin voilà, que finalement, toutes ces variétés ancestrales que tu as pu retrouver, vu qu'elles n'ont pas forcément été modifiées et qu'elles sont vraiment en lien avec la terre et les savoir-faire paysans qui y sont associés, bah, on retrouve encore du goût et de la nutrition peut-être à l'intérieur qu'on peut là, percevoir par les grands chefs cuisiniers. Donc c'est un peu de la semence à l'assiette, un peu ce que tu as Ouais. pu vivre à Vais Sainte-Marthe. je vais vous envoyer la vidéo. Vous regarderez ce que vous pouvez prendre. Il y a à peu près 1 heure hein, quand même, mais donc vous pouvez prendre des séquences et regarder si ça peut être une excellente illustration pour, euh, pour que les gens comprennent. Parce que quand on les voit dans leur exclamation et tout, on, on pense bien qu'ils ne sont pas en train de jouer, quoi. On voit Non, très bien. D'ailleurs, tu y étais, tu peux te souvenir de l'ambiance. oui, tout Euh, à fait. Et du coup, c'est ça, bah, je pense que c'est ça, oui, pour conclure, qu'est-ce que tu peux dire? Ah, qu'est-ce que je peux Du dire? coup, Non, on n'a pas parlé du blé. Peut-être oui, revenir sur est-ce- le. Alors, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux reprendre l'exemple du blé le, en conclusion en disant comment tu as retrouvé le blé rouge de Bordeaux ouais, et justement en quoi il était beau au niveau même poétique, etc. ouais, Pourquoi il ouais, était très différent du blé Capel, ouais, voilà, qui n'était pas ouais. moissonnable par les Alors, chevaux. ça, c'est encore un coup de téléphone un été où des minotiers, réputés, ils étaient déjà dans la bio, c'était les moulins de Cologne, à Précy-sur-Seine, qui m'appellent un après-midi. Ah, c'était une veille de Noël, c'était un 24 décembre, je crois que c'est, pour être plus précis, hein, pour montrer que je ne perds pas trop la mémoire, c'était un 24 décembre 1975. Ils m'appellent et ils me disent, Monsieur Desbrosses, on a une question à vous poser. D'où vient ce blé que vous nous avez envoyé? Parce que moi, j'avais transmis à Pierre Guévart, Pierre Guévart, c'est la société Lima alimentaire en Belgique, qui lui s'intéressait beaucoup à aider les agriculteurs comme moi à trouver des variétés anciennes, à trouver de bons produits et qu'il avait envoyé, avait racheté mon blé, mais ma récolte 75, elle avait envoyé au moulin de Cologne. C'était très, très connu. C'était un des premiers moulins qui faisait de les farines bio, euh, par la grâce de quoi on a pu avoir des pains bio, et qui m'ont téléphoné un après-midi en me disant, Monsieur Desbrosses, on a une question à vous poser. Est-ce que est-ce qu'on pourrait savoir d'où vient ce blé? Quelle est cette variété de blé que vous nous avez envoyée? Je leur ai expliqué, c'était le rouge inversable de Bordeaux,
que j'avais trouvé, je crois que c'était en Berry, ou chez un collectionneur également. Et, et je leur ai dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il dit, ah ben, vous savez, si on avait des blés comme ça, si on retrouvait des blés comme ça, au lieu d'être obligé d'aller chercher des blés de force, m'ont-ils dit, aux États-Unis ou au Canada, euh, on aurait vraiment des blés extraordinaires pour faire du bon pain. Voilà, je me souviens de cela. Et après, je suis resté en contact avec eux. Et c'est là que j'ai découvert les qualités nutritionnelles, enfin en tout cas, pas seulement nutritionnelles, mais pour la pâte, pour la montée des pâtes, etc., pour la qualité du pain, de ce blé rouge inversable de Bordeaux. Qui ne donnait pas des rendements extraordinaires, hein. Bien sûr, on était à quoi, 35 quintaux, mais on est en Sologne, hein. Donc il ne faut pas comparer avec les 100 quintaux. On a beaucoup entendu parler des 100 quintaux après dans les années 80. Et c'était la compétition avec des blés, justement, qui étaient des blés fourragés d'ailleurs, avec lesquels on ne pouvait même pas faire du pain, hein. Je pense au Capel, je pense à ce blé Capel que moi j'avais aussi produit et qui aussi m'amène à une autre anecdote qui est amusante. C'est que ces blés drus, là, au moment où nous avions encore les trois chevaux qui tiraient la moissonneuse lieuse, ne pouvaient pas l'arracher du champ. Enfin, c'était tellement dense qu'ils avaient du mal, on avait du mal. Et donc mon père dit, bon ben, on a acheté une moissonneuse neuve, et puis après il dit, oh, ben, je vais, plutôt le marchand de machines agricoles nous dit, mais je vous prête un tracteur si vous voulez, puis si vous en voulez pas, vous me le rendez. C'est un petit McCormick. À l'époque, vous voyez comment le progrès s'est insinué dans nos campagnes. Il y avait un adolescent d'une quinzaine d'années dans la ferme, vous pensez que c'est pas le tracteur qui est reparti, c'est des outils nouveaux qui sont venus compléter la panoplie. Et après, il n'y avait plus que le tracteur, les chevaux ont disparu. Donc c'était très différent. Je vois mon grand-père s'arracher les cheveux quand il voyait qu'on roulait sur le guéret, comme il disait. Vous savez, tu connais ce terme de guéret. Il fallait pas écraser la terre. C'était un véritable sacrilège, quoi. Je m'en rappelle encore de cette histoire. Puis on a vite oublié les chevaux et puis tout s'est fait avec le tracteur qui laissait souvent de grandes tranchées et des réserves d'eau qui restaient dans ces endroits qui n'étaient pas drainés, etc. Enfin, vous voyez tout ce qu'on a vécu avec un sentiment de gaspillage aussi. Mais c'était le progrès. Il fallait bien continuer avec les tracteurs, comme tout le monde. Voilà. Voilà une petite histoire, une petite anecdote Mm. également sur le blé, sur comment s'est développé on a changé complètement nos habitudes et, et comment on a saccagé les sols. Pour moi, c'est ça, hein. Finalement, en changeant les semences, on change aussi un modèle agricole, Oui, puisque finalement, les semences sont un peu tellement à la base de l'agriculture que finalement, elles sont forcément liées au savoir-faire paysan c'est ou ça. agricole. Voilà. Et finalement, bah, les semences anciennes sont liées au savoir-faire ancien traditionnel des paysans. Les semences modernes sont peut-être du coup, dans ces cas-là, plus liées, enfin, en tout cas, ou les hybrides, etc., ou faits en laboratoire, à l'arsenal chimique qu'on pourrait y attribuer finalement. Et le progrès aidant, on a eu des sélections de semences qui étaient des hybrides F1, dans lesquels on avait perdu une grande partie des qualités, des qualités génétiques de ces semences. Ça n'avait Et rien à voir, les semences hybrides qu'on utilisait après. Parce que moi, je me souviens, on faisait pendant l'hiver la sélection de nos grains pour nos prairies. Dans les grandes nuits d'automne, les grandes journées d'automne pluvieuses, on passait notre temps dans le grenier à faire du tarare et à sélectionner nous-mêmes nos semences. Ce qui est complètement disparu après, quoi. Après, on achetait des semences toutes faites, ce qu'on appelait les fameux hybrides F1, qui avaient perdu toutes ces qualités que nous avions auparavant, quoi. Voilà.
J'ai une question par rapport au conservatoire. Comment ça fonctionnait? Qu'est-ce que vous récoltiez? Où est-ce que vous stockiez? Enfin, un peu de Ah, concrètement, comment ça fonctionne un conservatoire, votre alors conservatoire? c'est une très bonne question et Luc est là pour, euh, pour en juger également. C'est qu'en fait, les semences que nous gardions à l'époque, elles avaient une faible possibilité de, de germination. Enfin, ça a duré que 7 ans au maximum, parfois 2 ans pour certaines variétés, où ensuite elles perdaient leur faculté germinative. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait les stocker en milieu contrôlé, avec hygrométrie contrôlée à 50%, et température, bon, pas température positive quand même, on était à 10-12 degrés. Mais c'est inimaginable ce qu'on a pu rendre comme service aux semences, en quelque sorte, puisque on passait de 5, 6, 7 ans de faculté germinative à 30 ans. À 30 ans, j'avais des variétés qui germaient encore à 70-75%, ce qui est tout à fait honorable. 30 ans. Même les variétés que j'ai encore dans la chambre froide, qui sont très anciennes, elles ont gardé les facultés germinatives qui nous étonnent, quoi. Donc c'est ça euh, et naturellement, les marchands de semences n'insistent pas trop là-dessus, parce que plus on en gaspille de la semence, plus on en achète, évidemment. Je suis un peu méchant en disant ça là, mais je pense que c'est un peu ça aussi, pour faire marcher le commerce. Et donc, Les, vous conservez combien d'espèces ou de variétés et sur quel, enfin, c'est un grand bâtiment, Oui, oui, quand même, oui. Mais on est à 1840, on est à 1840 variétés. C'est quand même énorme d'avoir collectionné tout cela dans Et, des conditions idéales qui nous permettent. Mais et d'espèces, combien d'espèces? alors là, j'avoue que j'ai pas fait de course, je peux pas vous donner le chiffre comme ça. Mais oui, 150, 200 espèces environ, quelque chose comme ça, oui. oui, moi c'est ça. Tu t'en souviens, Mm. Luc? Bon, il y avait quand même au moins 80 espèces de cucurbitacées. C'était c'était à peu près, pour les pommes de terre, c'était quelques variétés. Euh, pour les poireaux, c'est aussi très peu de variétés. Les carottes également. Enfin, c'est surtout les cucurbitacées qui nous ont d'abord étonnés, parce elles avaient une allure et elles étaient très porteuses. Sur les foires, les gens venaient beaucoup regarder ces variétés qui étaient pas très connues à l'époque, hein. Aujourd'hui, maintenant, les variétés, les potimarrons, etc., c'est connu partout. Et d'ailleurs apprécié, puisque ça enterrait quasiment les citrouilles, hein. C'est que lorsque vous dégustez un potimarron par rapport à une citrouille, c'est quand même autre chose, quoi. Donc, ils ont fait leur réputation elles-mêmes, ces variétés-là, quoi. Et du coup, là, vous les cultiviez sur plusieurs hectares, hein. La ferme fait 160 hectares. Et Oui, il y a voilà, au moins 70, quasiment 100 hectares qui étaient cultivés dans le temps, hein, oui, en production de semences et en légumes. Et la oui, surface est tellement grande avec vos haies et les étangs et les forêts qu'on pouvait du oui. coup isoler plusieurs champs de courges Bien sûr. sur le même territoire, quoi. Et aussi, on savait qu'il y avait des variétés qui ne s'hybridaient pas, hein. On savait par exemple qu'il y avait des familles, là, on parlait d'espèces tout à l'heure, qui ne s'hybridaient pas. Donc, on pouvait mettre 7 ou 8 variétés proches les unes des autres sans risque, puisque on avait des variétés qui fécondaient la nuit, comme les courges de Siam, qui sont fécondées la nuit. C'est assez drôle. Et, et plein de problèmes, plein d'astuces comme ça qui nous ont permis de ne pas avoir de,
d'hybridation intempestive, quoi. On a réussi à maintenir notre patrimoine intact et même à le renouveler et même à le bonifier en quelque sorte. Ouais. C'est presque ce qui est différent avec d'autres conservatoires comme on pourrait trouver à l'INRA, etc. Vous, c'est un conservatoire déjà bon, privé, enfin voilà, et vivant, quoi. Donc c'est-à-dire, voilà, on multiplie et en même temps on sélectionne par sélection conservatrice dans les champs, quoi. Ah bah c'est sûr que dans la recherche moderne, à l'époque, on était atterrés, nous, de voir ce qu'utilisaient et comment ils sélectionnaient leurs plantes. Donc, c'est pas étonnant qu'elles aient perdu toutes ces qualités gustatives. Et tout ça, c'est pas étonnant du tout, la manière dont ça se faisait à l'époque. Après, ils ont changé, là, hein, parce qu'ils ont compris quand même. Hein. Ils ont compris. Et des énergumènes comme nous qui réveille un petit peu les consciences en faisant goûter les variétés. On entend tout ce que vous avez fait autour de la conservation qui était motivé par la diversité génétique, Ouais. par l'aspect patrimonial, mais surtout, j'allais dire, le goût, la diversité de formes, la poésie. Et la curiosité de l'agriculteur, parce que La vraiment curiosité. j'étais émerveillé moi de ce que je découvrais comme ça. Mhm. Et puis je m'en vantais un peu quand même, parce que je m'apercevais que j'intéressais d'autant plus de monde que j'avais des variétés qu'on ne trouvait pas ailleurs. En Voilà. tout cas, c'est ça, je peux dire une phrase de conclusion si tu veux, de ce que tu m'avais aussi transmis, même par rapport au sol et le lien entre semence et sol, hein. C'est que justement, tu t'es un peu convaincu comme quoi finalement on dérive de plus en plus finalement et on éloigne de plus en plus de notre sol. Ouais. C'est un peu un chemin finalement un peu à réformer et donc du coup retrouver un peu les Ah, bases, ouais. revenir un peu au savoir-faire de base aussi paysan, dont la réappropriation des semences sur les fermes et en particulier voilà toi sur les semences de la paysanne de pays quoi. Voilà. C'est inouï ce qu'on va regagner à reprendre cette voie-là, à ressortir toutes ces variétés ancestrales. Franchement, hein.